Écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre intérêt pour participer à cette conférence. Et merci au VRACTEC de nous donner la chance d'animer cette conférence. Donc aujourd'hui, on va vous parler de qualification et échange des données de process pour optimiser la conservation du grain. Alors pour animer cette conférence, donc c'est une conférence qui a été animée conjointement avec Serra et la société Technigrain. Technigrain qui est représentée par Maud Maty, qui est la directrice et la fondatrice de Technigrain, par Stéphane Perrault, qui est le responsable de la division Altesoft, et puis par moi-même, qui suis Jérôme Longuil, directeur de Serra. En quelques mots, de manière succincte, qui est la société Serra? Donc la société Serra appartient au groupe Gérard Perrier Industrie depuis 2011. Et donc le groupe Gérard Perrier Industrie, ce sont des électriciens, des automaticiens, des informaticiens. Donc on répond à toute cette problématique-là. Et chaque société du groupe répond dans un domaine de compétences bien particulier. Ce qui est le cas pour Serra, puisque nous, la société Serra, sommes vraiment spécialisés dans la première transformation du grain. Nous ne faisons que ça, c'est-à-dire que nous traitons sur le stockage, la meunerie, l'alimentation pour le bétail et la semence, principalement. Ce sont nos marchés, et nous ne faisons que ça. Alors le groupe Gérard Perrier Industrie est un groupe familial, nous sommes très fiers de ça, qui appartient à plus de 50% à François Perrier, qui a été fondé en 1967, qui fait un peu plus de 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2300 personnes et 10 filiales, principalement en France, en Europe et une filiale à Dubaï. Donc Serra, comme je le disais, Serra, nous sommes vraiment dans l'agro-industrie et c'est notre domaine de compétences. C'est 85 collaborateurs aujourd'hui, plus de 45 ans d'expérience puisque Serra a été fondée en 1976 et on réinjecte plus de 10% du chiffre d'affaires dans notre R&D. Donc Serra, on a des ingénieurs en informatique, en automatisme, on a des électriciens, on a des conducteurs de travaux, des électriciens de chantier. Donc on répond à toutes ces problématiques. Mais nous sommes aussi éditeurs logiciels de la solution Altesoft qui nous amène à vous parler de données dans cette conférence. Et donc cette solution logicielle a été créée en 2008. Au départ, depuis 2008, nous avons notre solution Altesoft. Nos implantations, donc Serra, nous avons donc notre siège social qui est à Chasselet, un bureau à Sens, un bureau à Montluçon, un bureau à Saintes et un à Rennes. Serra, donc nous sommes auditeurs de la solution Altesoft, qui est un MES, et donc qui nous permet de faire la gestion de production, le contrôle de la production et la supervision, contrôle commande, et le suivi de la production. On parle de traçabilité. Alors aujourd'hui, on va plus parler spécifiquement de la solution Altesoft Silo. Alors Altesoft Silo, c'est quoi? C'est une solution, c'est un écosystème digital multisite qui est vraiment dédié au stockage du grain. Qu'est-ce que cette solution? En fait, cette solution, elle est assez complète. On commence déjà par le logiciel qui s'appelle Altesoft Agri, qui est une application mobile qui permet à l'agriculteur de déclarer sa collecte et de prévenir le site de stockage pendant la collecte de son arrivée avec le type de céréales qu'il va apporter. Et donc, on commence déjà ici à collecter des données qui proviennent de l'agriculteur. Ensuite, on a Altesoft Logistique, qui est la gestion logistique de la coopérative. On aide les coopératives à piloter soit leurs chauffeurs, soit à gérer les demandes de bennes pour les agriculteurs. Et à ce titre, on collecte aussi des données avec notre partenaire Sensolus, puisqu'en fait, on installe des trackers GPS qui permettent de connaître l'état et la situation géographique de la benne en temps réel et l'état d'utilisation des bennes, par exemple des bennes au champ. Nous avons notre logiciel Altesoft Flux qui permet de gérer les flux entrants et sortants des céréales. Et à ce titre, Altesoft Flux, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, sa première raison d'être, c'est qu'il simule et pilote des plans de collecte pour la moisson, pour une moisson optimisée. Donc on crée des plans de collecte, on aide nos coopératives à créer leurs plans de collecte en temps réel. D'accord. Et puis ensuite, ce qui permet, une fois qu'on a créé ce plan de collecte,
et ben, de contrôler, de qualifier et de valoriser, le plus important, la récolte pour maîtriser son allottement. C'est-à-dire éviter de déclasser, par exemple, des céréales parce qu'elles sont mal stockées ou qu'on n'a plus d'espace de stockage. Donc typiquement, c'est ce que fait Altisoft Flux. Ensuite, on a Altisoft Process. C'est une supervision et de l'automatisme pour piloter le transilage dans des silos. On a Altisoft Thermo, et on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure avec Maude, qui nous permet de faire du contrôle de la thermométrie dans les silos de stockage. D'accord. On surveille, on alerte, et surtout, l'objectif, c'est de piloter la ventilation pour bien refroidir le grain. Et puis enfin, toutes ces données-là qu'on a collectées, vous voyez, il y en a une masse importante, on les utilise pour la qualité, dans Altisoft Qualité. Et donc, toutes ces données, elles permettent à la qualité de surveiller la qualité des céréales qui lui sont stockées. Tous ces logiciels-là, à part Altisoft Qualité, peuvent travailler de manière autonome ou peuvent être automatiquement interconnectés. Donc voilà pour la petite présentation rapide de Serra et de l'environnement logiciel autour de Serra. Donc maintenant, je vais donner la parole à Stéphane Perrault, qui va vous parler donc de pourquoi et comment partager vos données de process, qui est un vrai enjeu aujourd'hui. Bonjour, donc je vais vous parler un tout petit peu techniquement des données, de ce qu'est une donnée, comment on la collecte, comment on la partage. Donc dans un premier temps, quels sont les enjeux donc, de la donnée? Il faut bien voir que les enjeux de la donnée, c'est un capital de connaissances et de savoir-faire qui émane de toutes les activités. Dans les données, on va trouver un début de réponse à toutes les questions qu'on peut se poser dans l'analyse d'un process, dans l'explication de ce qui se passe bien, de ce qui se passe moins bien. Les données vont être le début qui vont pouvoir expliquer des résultats techniques ou financiers. Globalement, pour passer de la donnée à la connaissance, on a effectivement une donnée qui est numérisée aujourd'hui, qui est stockée. On va, par l'analyse des données, générer des informations. C'est-à-dire que c'est bien statistiquement en analysant ces données, en les recoupant, en les consolidant, qu'on va pouvoir générer des informations. Et l'assimilation de ces informations va générer des connaissances. C'est-à-dire que c'est bien une fois qu'on a ces informations, quand telle chose bouge de telle manière, elle influence telle chose, on va générer des connaissances et apprendre ce qui peut se passer de cause à effet dans un process. Juste un petit rappel, traditionnel dans les couches informatiques d'acquisition de l'information, on a tout en bas les capteurs, les actionneurs, donc toutes les sources d'acquisition d'informations numériques, des capteurs analogiques, des capteurs tout ou rien, des automates programmables qui vont donc collecter ces informations ou piloter des processus, une supervision qui est l'interface homme-machine couramment pour piloter un process, un MES au-dessus qu'on va trouver toute la gestion et l'organisation de temps réel de l'outil de production, un ERP, qui est tout le système de l'information au sens large de l'entreprise. On va retrouver plus récemment deux couches informatiques qu'on positionne au-dessus. Donc l'APS, qui est toute la partie de simulation de production. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le jumeau numérique, qui va exploiter toutes ces données de process, de temps de fabrication, d'analyse de tout ce qui se passe pour simuler les meilleures combinaisons de fabrication possibles, simuler les meilleures consommations d'énergie possibles, par rapport à des vraies données qui sont réellement des informations qui ont été générées par l'outil de process dans son activité. Et la dernière couche qui est tout au-dessus, qui est le BI, qui va donc permettre effectivement de consolider, d'agréger toutes ces informations pour les transformer, toutes ces données pour les transformer en informations, puis après avec une expertise en connaissances. Deux types de données un petit peu atypiques sur lesquels je voulais m'attarder un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est toute une source d'information qui est ouverte en ligne, gratuitement, que des entreprises partagent. Donc mettent à disposition. Le premier fournisseur d'open data en France, c'est l'État. L'État fournit tout un tas d'informations sur les surfaces agricoles cultivées, sur tout un tas d'informations diverses et variées. On peut trouver des informations météo, on peut trouver des tonnes d'informations en temps réel comme ça, gratuitement. Le deuxième type de data un petit peu atypique, c'est ce qu'on appelle couramment la dark data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, de gros volumes de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, statistiquement, 80% des données qui ont été générées par des outils de production, quels qu'ils soient, sont inutilisées. Ces données qui ne sortent pas de cet outil, qui ont souvent une durée de vie aussi limitée. Donc, avant de vouloir compléter un système d'information et d'amener de nouveaux capteurs, la première chose, c'est effectivement de faire un état des lieux
regarder quelles sont les données existantes qui ne sont pas utilisées, et puis de regarder déjà ce qu'on peut traiter dans ces données. On va parler un petit peu du cycle de vie de la donnée, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui est important. Il y a la première étape qui est effectivement la collecte des données. Ça peut être une capture manuelle, ça peut être une capture automatisée. Des données aussi, une simple saisie opérateur est une information comme une autre. Ensuite, ces données vont être stockées. Donc, qui dit stockage dit un plan de sauvegarde. Une donnée doit être sauvegardée. Et donc, dans certains cas de figure, chiffrées, notamment pour les RGPD, toutes les données qui permettent d'identifier une personne d'une manière ou d'une autre doivent être sécurisées, donc essentiellement par un chiffrement, puisque ça, c'est réglementaire. Et donc, la première question à se poser à partir du moment où on génère une donnée, qu'on la stocke, c'est quelle est sa durée de vie. Il est évident que si on ne se pose pas cette question, à un moment ou à un autre, le système de stockage débordera, et c'est forcément un problème dans le temps. Donc, quelle est la durée de vie de cette information? Combien de temps je la stocke? L'étape d'après, c'est effectivement la validité de la donnée. C'est pas le tout d'avoir un gros volume de données, il faut avoir des informations justes. Est-ce que la valeur qu'on vient de collecter, c'est une valeur cohérente? C'est une saisie opérateur, est-ce que c'est une valeur plausible? Est-ce qu'elle est bornée? Donc il y a plein de manières, on verra un petit peu plus tard, de vérifier que c'est une donnée qui peut paraître plausible ou qui peut paraître erronée. Ça peut être aussi l'étalonnage du capteur qui a fourni cette information, un thermomètre, n'importe quel outil. Est-ce que c'est pas lui qui dérive? À un moment donné, quand on mesure quelque chose, est-ce qu'on mesure un changement d'un état d'un process, d'une performance industrielle, ou tout simplement la dérive d'un capteur? Donc il ne faut pas perdre de l'esprit qu'un capteur n'est pas forcément fiable et précis dans toute sa durée de vie. Donc voilà, les mauvaises qualités des données, ça a un impact direct sur le résultat d'une entreprise, puisqu'on va avoir des informations erronées et donc des connaissances erronées sur ce qu'on pilote. L'étape suivante, c'est effectivement le partage de ces données. Ces données, si elles ne sortent pas de l'outil qui les a générées, se transformeront jamais en informations. La première chose, donc, c'est des partages vers des partenaires, vers des experts, vers des outils de traçabilité pour pouvoir faire passer des données de process d'une entreprise à une autre, qui peuvent être utiles aussi dans l'optimisation du process. D'un process donné, on peut très bien avoir besoin d'informations de son fournisseur, de conservation, de température, de plein de choses. Donc c'est bien toute cette analyse-là qui est importante pour pouvoir traiter ces données. C'est donc ce traitement des données qui peuvent d'une part régénérer des nouvelles données qui seront des points d'entrée d'un nouveau scénario. Ces données, donc, une fois traitées, vont générer des informations. Ces informations sont de nouveau partagées à des experts, donc internes, externes, à des partenaires, à des informations de traçabilité aussi vers ses clients ou ses fournisseurs. Et c'est bien l'analyse de toute cette partie qui va donc générer des connaissances, et ces connaissances qui vont pouvoir se traduire par des actions pour améliorer le point qui est cherché, que ce soit la partie économie d'énergie, la partie qualité, la productivité, enfin les différents aspects, des questions qu'on peut traiter à ce moment-là. Voilà sur la partie cycle de vie des données. Ensuite, les données sur un site, effectivement, la première problématique, c'est que ces données, on a rarement un seul outil qui s'occupe de tout dans le site, à tous les aspects, que ce soit pilotage du site, comptable ou autre. Donc on va retrouver une supervision, un MES couramment, donc des outils de GMAO, des outils logistiques, un ERP, des outils qualité, enfin voilà, plein d'outils informatiques différents qui vont s'échanger des données, voilà, un petit peu comme ça, un petit peu dans tous les sens, pour que chacun de ces outils puisse accomplir sa tâche. Quand on va vouloir faire de la BI sur un outil comme ça, sur une structure comme ça, la problématique, c'est qu'il va falloir aller chercher des informations un petit peu de partout, dans toutes ces couches logicielles, puisque certaines couches logicielles sont techniques, d'autres sont financières, et qu'on a besoin d'une conciliation totale, puisque ce qu'on veut mesurer, il y a une réalité technique, une performance industrielle, et puis une réalité économique. Ces deux choses doivent être complétées et consolidées entre elles. La problématique, c'est que donc la première chose, c'est que ces informations sont fragmentées. On va trouver des petits bouts d'informations dans toutes les couches logicielles. Et on veut pouvoir les consolider pour les traiter ensemble. La deuxième chose, c'est que c'est coûteux à consolider. Tous ces outils ne sont pas forcément sur les mêmes structures, sur les mêmes langages, sur les mêmes supports de stockage de données, dans les mêmes formats d'unités de mesure. Donc pour consolider tout ça,
C'est un petit peu coûteux, il y a beaucoup de rétroconception à faire, à retrouver. C'est des outils qui n'ont pas forcément des mêmes époques. Et la deuxième grosse problématique, c'est qu'effectivement, ces informations sont potentiellement contradictoires. Une information, par exemple, dans notre exemple, qui a été générée par la supervision, transmise au MES, transmise à l'ERP, on s'aperçoit au niveau de l'ERP que cette donnée était erronée, elle est corrigée dans l'ERP. Elle n'est pas forcément corrigée dans le MES ou la supervision. C'est-à-dire que la même information, à un moment donné, selon le point d'observation qu'on va prendre, peut avoir des valeurs différentes. Donc générer des informations différentes et générer donc des connaissances qui sont aussi erronées. Et donc, lorsqu'on met cette problématique dans un environnement multisite, la BI, on ne va pas le faire sur un site. Comparer aussi deux sites entre eux, c'est intéressant. Bon, on multiplie ces problématiques à l'échelle du nombre de sites, des outils différents, des unités de mesure différentes, tout ce qu'on va trouver qui est différent sur tous ces sites. Les enjeux, c'est bien de mettre vos données, et ça j'insiste sur vos données parce que c'est vos données, au centre de votre infrastructure. Quelque part aujourd'hui, dans un site aujourd'hui de production quelconque, l'enjeu c'est de positionner les données au centre. Les logiciels sont autour et on ne raisonne pas des communications entre des logiciels entre eux, mais entre des logiciels et un espace de stockage de données qui est commun. La problématique de ça aussi par rapport au scénario précédent, lorsqu'on veut changer une brique logicielle, il va falloir reprendre 1, 2, 3, 4, 5 couches de communication pour les échanges qui étaient assurés entre ces différentes briques. Là, dans tous les cas de figure, lorsqu'on travaille comme ça, avec les données au centre, on change un logiciel, on ne touche pas l'interconnexion avec les autres outils. Souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va échanger une information avec un outil, on raisonne quels sont les besoins de l'autre outil. Ce qui est souvent limite, le logiciel d'origine a beaucoup plus d'informations qu'on ne partage pas. Et qui, dans le temps, on pourrait avoir besoin, donc c'est des modifications qu'on refait perpétuellement. Donc le principe, voilà, c'est que tous les outils mettent à disposition la totalité de leurs informations, et par ce biais-là, dans ce schéma de données qui est connu, et n'importe quel outil vient piocher les informations qui l'intéressent. Et donc là, la BI se fait directement depuis cette base centrale, qui est multisite. Cher exposant, cher visiteur, un téléphone a été perdu. Si vous le trouvez, merci de le ramener dans le commissariat général, dans le hall DEC. Merci. Donc, même sur une architecture multisite, et ce qu'on va stocker, ce n'est pas nécessairement des données élémentaires, c'est déjà des données consolidées. On demandera à chaque éditeur de ces différentes briques de travailler avec des unités de mesure qui sont communes et qui sont normées. C'est-à-dire que là, dans une architecture multisite, même si ces outils sont différents d'un site à un autre, une réception sera en tonnes, les unités de mesure sont formées, les documents sont uniques, quel que soit le site d'origine. Donc beaucoup plus simple à consolider et beaucoup plus simple à traiter. Donc pour répondre à ces différentes problématiques, nous avons développé Altesoft Data, qui est un entrepôt de données, donc qui va pouvoir traiter toutes ces problématiques. Donc la première chose, ce sont effectivement des connecteurs qui nous permettent de connecter tous les outils informatiques qu'on peut trouver. Donc avec tous les types de connecteurs, moi je ne les ai pas tous cités, des API, des échanges, enfin tout ce qui peut exister. Ensuite, donc, on a une base de données qui va nous permettre de stocker des documents. Là, on n'est plus sur des informations élémentaires, on est vraiment sur des informations déjà construites. Et des workflows. Donc des workflows sont des outils qui vont permettre d'exécuter des routines au travers d'une interface qui est graphique, qui est simple à configurer et qui permet donc de facilement traiter un document qui arrive avant de le stocker. Ces workflows ont plusieurs utilités. La première, c'est des validités. Valider, est-ce que le document qui est posé en ce moment est conforme? Est-ce qu'il est complet? Est-ce que ces valeurs sont cohérentes? Alors, des cohérences de valeurs peuvent se faire de plein de manières différentes. Ça peut être borné, je ne sais pas. On est sur une expédition, une réception. On sait qu'on ne peut pas dépasser un certain poids, des bornes simples comme ça. Ou des analyses statistiques par rapport à des valeurs habituelles. Ou des calculs habituels. Un temps de fonctionnement par rapport à une quantité passée. À partir du moment où le temps de fonctionnement a été doublé par rapport à une quantité habituelle pour un article donné, on peut soupçonner que la quantité est fausse. Elle a été certainement du double. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut recouper pour valider des erreurs de prise d'information, qui peut être effectivement peut-être qu'un deuxième camion qui est versé dans la fosse, on va le détecter comme ça peut être qu'il y a une fuite, ça peut être des choses comme ça. Les deuxièmes, donc tous les documents qui ne sont pas valides sont un peu comme un antivirus, mis en quarantaine. Un superviseur a notifié le temps d'analyser cette donnée, de la valider ou de la corriger.
Les deuxièmes types de workflow, donc c'est des workflows de publication qui vont permettre d'automatiquement de configurer que quand, je ne sais pas moi, l'IHM, la supervision, va déclarer une réception, de la transférer à l'ERP, avec peut-être une mise au format, puisque les documents ne seront pas structurés de la même manière dans les deux outils informatiques. C'est pareil, ces workflows vont permettre de changer aussi la structure de l'objet du document qui va être retransféré vers une autre couche logicielle. Et donc le dernier workflow, c'est des workflows de service qui vont permettre de pouvoir automatiser aussi sur l'arrivée d'un document particulier avec des tests quelconques, des envois de mails, de SMS ou des mises à disposition d'informations dans des documents Office 365. Donc et le dernier connecteur qui est donc sur la BI, donc qui a un point d'entrée global pour tous les sites de toutes les données. Ensuite, on va pouvoir connecter aussi sur cet outil des portails web, des portails d'applications mobiles qui servent ou à faire de l'acquisition de données ou aussi à récupérer de l'information. Et puis de mettre à disposition aussi ces données à des partenaires experts qui vont pouvoir traiter ces données, comme aujourd'hui Technigrain, comme on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu LTSoft Data. Dans sa mise en œuvre aujourd'hui, LTSoft Data peut être déployé de deux manières différentes, ou on-premise, c'est-à-dire sur un serveur chez vous, ou sous Linux ou sous Windows, comme vous le souhaitez, ou dans le cloud, donc chez les différents fournisseurs. Et la version cloud est scalable, c'est un très gros volume de données à traiter, peut donc se déployer. Chers visiteurs, un téléphone portable a été perdu. Si vous le retrouvez, merci de le rapporter au commissariat général dans le hall D. Merci. Dans le hall C. Merci. Donc voilà, je vais vous laisser en compagnie de Maud maintenant, qui va vous donner un exemple plus concret de la réalisation de transmission de données. Bonjour à tous, je remercie le salon VRACTech ainsi que CERA pour me permettre d'intervenir aujourd'hui. Moi j'ai commencé à interagir avec CERA en 2017 aux Journées techniques des industries céréalières. À l'époque, ma grande question c'était quelle est la fiabilité de la donnée de thermométrie dans les silos et donc est-ce qu'il y a de la maintenance qui est réalisée dessus et quel crédit on peut donner à cette donnée. Suite à ça, en 2019, on a continué à réfléchir ensemble sur la donnée et en 2021, on a commencé à mettre en place un projet de R&D que je vais vous présenter tout de suite. Avant ça, je vais vous présenter les activités de Technigrain, donc, dont je suis gérante et fondatrice. Technigrain, c'est une société qui réalise des missions de conseil technique et de formation sur la conservation des grains. L'objectif, c'est d'accompagner nos clients, coopératives agricoles, négociants, agriculteurs, dans la résolution de leurs problématiques techniques. C'est une entreprise qui est basée à Tours. Donc aujourd'hui, on est 4 personnes. Nos clients représentent 20% de la collecte nationale. En termes de chiffres, on a accompagné le pilotage de 139 groupes froids depuis 2018. Donc je vais revenir sur la techno juste après. Donc l'entreprise a été créée en 2014 et en 2019, j'ai choisi de créer un pôle recherche et développement dans l'entreprise. Donc on réinjecte environ un tiers de notre chiffre d'affaires chaque année sur des projets de R&D. Et actuellement, on a un grand projet qui s'appelle Ventilix, qui est un projet qui va permettre d'évaluer les fuites d'air dans les réseaux de ventilation. Concrètement, quand on met un ventilateur en route actuellement, on voit, on entend, on sent qu'il y a des fuites d'air, mais est-ce que c'est 5% ou 95% du flux? Aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Donc c'est l'objet de ce projet avec un co-dépôt de brevet en vue avec INRAE, donc une équipe qui est à Rennes. Et puis le dernier chiffre que je vous ai mis, 44 000, c'est le tonnage du plus gros silo qu'on a en ventilation réfrigérée, avec 44 000 tonnes en refroidissement d'un tenant. Je voudrais juste vous donner quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le dur des éléments qu'on met en œuvre avec CERA. Et je voulais vous présenter l'équation de la conservation des grains. Donc aujourd'hui, quand on conserve du grain, lorsqu'on le met sur le marché, il doit être sain, loyal et marchand, c'est-à-dire notamment dépourvu d'insectes vivants. Donc il y a cette injonction au niveau commercial
de mettre sur le marché donc du grain sans insectes vivants. Ici, vous avez un petit charançon qui est présent aussi dans la poignée de grain qui est là dans mes mains. En France, on a fait le choix de refroidir le grain pour permettre sa conservation et donc limiter le développement des insectes. Jusque-là, ce qu'on mettait en œuvre, c'était un refroidissement avec de l'air ambiant, avec des ventilateurs. Mais si vous utilisez un ventilateur ici, sans étanchéité au refoulement, ou si vous mettez un ventilateur qui fait du bruit dans une boîte pour qu'il arrête de faire du bruit, et que vous ne mettez pas suffisamment d'entrée d'air, ou alors que vous mettez un ventilateur très très bien dimensionné, mais avec son ouïe d'aspiration collée contre une cloison, c'est certain que vous n'obtiendrez pas le refroidissement que vous aviez envisagé. Je crois que j'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas. Non, c'est bon. Et tout ça, c'est intégré à un virage multidimensionnel, puisqu'on est de plus en plus contraint au niveau réglementaire par des suppressions de matières actives, ici insecticides, un virage sociétal, puisque le consommateur ne veut plus de résidus de produits phyto dans son alimentation, un contexte aussi de virage climatique, puisque vous savez qu'on est en plein changement climatique, donc avec de moins en moins d'heures disponibles pour réussir à refroidir le grain avec de l'air ambiant, et un virage énergétique avec une flambée du coût de l'énergie. Donc consommer de l'énergie, oui, mais consommer de façon efficiente. Et donc les termes de cette équation-là amènent l'exploitant à avoir un besoin d'une analyse systémique et d'un appui technique innovant. Allez, un dernier élément de contexte. Donc en termes de contexte technique, Arvalis a formalisé en 2008 un itinéraire technique du stockage. Globalement, si on schématise, c'est stocker du grain propre et proche de l'humidité commerciale, dans des installations propres, et ensuite maîtriser le refroidissement des grains. Donc maîtriser le refroidissement des grains, ça passe notamment par une silothermométrie qui est fiable. Donc vous voyez que le point clé du processus de conservation, c'est la maîtrise du refroidissement des grains. Dans ce cadre-là, ce que j'ai mis en œuvre, donc c'est la création de la méthode REV. Donc REV, c'est pour économie d'énergie sur la ventilation de refroidissement. En fait, cette méthode, elle se base sur une approche théorique, donc une approche théorique avec des équations de perte de charge, etc. Et ensuite, on va venir habiller cette approche théorique avec des observations et des mesures sur site qui vont nous permettre d'intégrer le fonctionnement du ventilateur dans un environnement. Donc ça, c'est très innovant. Et donc la compréhension du fonctionnement du ventilateur, ça va nous permettre d'éditer un tableau comprenant des axes d'amélioration à destination par exemple de la maintenance. Et puis on va également éditer des consignes d'exploitation qui sont sous forme de porte-vue comme ça, dans lesquelles on va dire à l'opérateur du site, ton ventilateur V1, il fonctionne de telle façon. Donc lorsque tu ventiles une cellule de blé par exemple, il faut que tu déclenches en dessous de telle température et tu vas mettre tant de temps à réaliser ta passe de refroidissement. Donc ça, c'est l'activité qu'on met en place sur la ventilation à l'air ambiant, sauf que dans ventilation à l'air ambiant, il y a air ambiant. Et on est actuellement en plein changement climatique, avec une prospective qui n'est pas du tout rassurante pour les activités de refroidissement des grains à l'air ambiant. Donc on voit fleurir dans les silos des groupes froids. Alors il faut savoir que, juste pour l'anecdote, en 2016, j'ai accompagné Axéréal, donc ça a été publié, donc je peux en parler, sur l'utilisation du premier groupe froid. Moi, j'ai pris tout ce que je pensais savoir sur la ventilation des grains, je l'ai calqué sur cette expérience. Résultat, j'ai rien compris. Donc c'est juste pour vous dire que piloter un groupe froid et piloter un ventilateur, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est très différent. Donc depuis 2016, on a accompagné donc 139 groupes froids comme je disais tout à l'heure. Et l'accompagnement, c'est quoi ? C'est d'accompagner d'abord les décideurs chez nos clients pour donner des objectifs qui sont atteignables. Et puis ensuite, donc on va mettre en œuvre un ensemble d'étapes. Et l'étape principale, ça va être l'accompagnement via une appli qui s'appelle Cool, parce que Cool, ça veut dire frais en anglais. Et donc Cool va permettre, durant toute la période d'utilisation du groupe froid, d'avoir un miroir côté Technigrain de ce qui se passe à l'intérieur des installations. L'innovation avec Cool, à la moisson 2022,
ça a été l'interfaçage des données de thermométrie de différents fournisseurs de thermométrie. Donc on a interfacé avec 3 fournisseurs, ce qui fait que les données de thermométrie migraient directement dans l'interface, ce qui fait que l'opérateur, ça représente pour l'opérateur un gain de temps et ça fiabilise la donnée dans Cool, ce qui fait que derrière, nous, on peut en faire une exploitation complètement sereine. Et tout ça, ça conduit à un meilleur refroidissement des grains. Concrètement, ce qui a été mis en place avec Serra, donc on a mis en place l'interfaçage chez un client qui s'appelle Bourgogne du Sud, sur 2 sites, le site de Beaune et le site de Châlons-Nord. Et donc la remontée des données a permis donc de renseigner les données dans Cool. Alors comment ça se passe? En fait, 2 fois par semaine, le lundi matin et le jeudi matin, l'opérateur va saisir différentes informations donc dans Cool. Et puis donc là, avec l'interfaçage, les données de thermométrie vont remonter de manière automatique dans l'interface. Une fois que la saisie des données a été réalisée, donc les informations sont présentées ici, donc dans le deuxième rectangle, sous forme de graphique et sous forme aussi de ce qu'on appelle l'escalier du refroidissement. C'est le tableau que vous avez en bas. En fait, c'est comme si on avait couché la cellule sur le côté. Donc plus on va vers la droite et plus on est haut dans la cellule de stockage. Et l'objectif, donc, ça va être de pousser le rouge vers la droite et de faire apparaître du vert, voire du bleu, en bas de cellule. Sachant que toutes nos codifications couleurs sont doublées par un code numérique pour les personnes qui ne verraient pas bien les couleurs. Donc ici, vous avez l'exemple d'un refroidissement de 1300 tonnes de triticale, donc avec une température ramenée à 13,7 au 28 août 2022. Et il a fait relativement chaud cet été. Donc une fois que les données ont été analysées, en fait, Cool nous permet, donc nous, d'analyser les données et de contacter l'opérateur si besoin d'une action. Et l'objectif de Cool, ça va être de rendre les opérateurs compétents, donc de les accompagner dans la prise en main de cet outil et surtout la prise en main de leur groupe froid, et puis aussi de capitaliser des données. Donc si on fait un pas, si on regarde d'un peu plus loin la situation, donc Cool nous permet de produire des données de sortie qui nous permettent d'accompagner, donc de faire du conseil, et ça va aussi nous permettre de générer des comptes rendus. Dans ces comptes rendus, ce qui est très intéressant de regarder, c'est les indicateurs de performance énergétique en kilowattheure par tonne et en kilowattheure par tonne et par degré. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir comparer les machines les unes entre les autres sur la base des standards du coup qu'on aura créés, puisque en fait sur cette technologie-là, sur la ventilation réfrigérée, en dehors des consommations qui sont données par le constructeur, in situ, on n'a pas de recul en fait sur les références. Donc là, avec l'accompagnement qu'on propose, on a créé à la fois le référentiel et on est en train de créer aussi les références avec, quelle serait la consommation pertinente à approcher en termes, exprimé en kilowattheure par tonne ou en kilowattheure par tonne et par degré. Donc tout ça, toute la capitalisation de ces données et la prise de recul, ça va permettre donc d'améliorer, de mettre en place un processus d'amélioration continue et de faire progresser les connaissances à l'échelle de la filière. Il y a un Larsen. Donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est sur de la prod. Donc ça, voilà, on l'a mis en place. Et maintenant, on a des projets qui sont en cours qui vont plutôt alimenter la R&D. En termes de projets, donc fin 2021, Stéphane est venu nous voir et nous a dit nous on a des capteurs existants chez Val-Limagne, dans le silo de Cogna. Par exemple, on mesure la température de l'air ambiant pour ensuite déclencher la ventilation, etc. Et puis on met en place des capteurs de pression statique, par exemple. Donc moi, mon premier réflexe, ça a été de dire, ok, vous avez des capteurs qui sont installés, mais à quel endroit ? Donc il y a tout un recul à avoir sur les bonnes pratiques d'installation des capteurs et aussi la maintenance de ces capteurs. Parce qu'une sonde de température hygrométrie dans une galerie de ventilation, si vous ne vérifiez pas le bon fonctionnement de façon périodique, vous êtes quasiment sûr que ça ne vous donnera pas la bonne information.
Et puis, on peut mettre aussi en place des boucles de régulation, donc par rapport à une pression statique, par exemple, qui va être mesurée dans une galerie. Donc là, je voulais juste vous présenter un exemple. Donc on sort un peu du cas là chez Val-Limagne. On a été appelé récemment pour mettre en place une boucle de régulation chez un client. Et on avait des résultats un petit peu bizarres. Donc on a fait une petite enquête et je vais vous montrer ce qu'on a vu. Là, on est dans la galerie qui est en dessous des cellules, avec au plafond des trappes qui sont des trappes de ventilation qui doivent permettre à l'air de passer. Vous avez vu ce qui se passe avec les trappes? Elles se ferment. Donc ventiler trappe fermée, c'est sûr que ça ne permet pas de refroidir le grain de manière efficiente. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important, en amont de tout circuit d'instrumentation, de vérifier que les installations sont bien fonctionnelles. Oui, ça fait rigoler, mais ça arrive au même titre que les ventilateurs qui tournent à l'envers, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'on a proposé par rapport à ces capteurs existants, déjà, c'est de mettre en œuvre notre démarche rêve, donc pour évaluer la façon dont fonctionne le ventilateur là sur l'installation qui est instrumentée. Donc, on a des capteurs existants et on va étudier les données là en fin de campagne. Et puis, on s'est dit aussi, tiens, dans le cadre de la R&D, nous, Technigrain, on se pose un tas de questions, plusieurs milliers de tonnes, je pense, de questions d'ailleurs. Et en fait, on a demandé d'installer des nouveaux types de capteurs, type des capteurs de fin de course de trappe, oui, parce que c'est mieux de savoir si la trappe est ouverte ou fermée de façon certaine. Des capteurs de pression aussi, à des endroits où d'habitude on ne mesure pas la pression, type justement derrière des trappes de ventilation, dans le but de fiabiliser les process de refroidissement et puis donc d'alimenter des bases de données. Donc l'idée avec les projets là qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est vraiment de continuer à capitaliser sur de la donnée et puis d'expliquer des phénomènes qui jusque-là restaient soit juste complètement inconnus, soit pas expliqués. Je pense qu'on est encore dans le timing. Merci Maud pour ta présentation. Donc pour résumer, vous avez vu qu'on collecte pas mal de données, qu'il est nécessaire d'avoir un processus de qualification des données. Sinon, on ne peut sortir aucune action ni aucun indicateur pertinent. Et dans la qualification des données, il y a la partie logicielle, où nous, on intervient sur un workflow pour qualifier des données avec nos clients. Mais il y a aussi le travail de terrain, installer des bons capteurs au bon endroit pour qu'ils nous donnent des mesures vraiment pertinentes. Donc voilà la conclusion. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes? Est-ce que vous avez quelques questions? Hop. Je peux passer le micro. Quelques petites questions? On parle de ventilation avec ventilation réfrigérée en période d'été. Contrairement à la ventilation en air ambiant qui est plutôt en fin d'année quand il commence à faire un peu plus frais. Maintenant, c'est comme ça. Est-ce qu'on a une idée des coûts, des consommations entre ventilation réfrigérée et ventilation en air ambiant? Maud, je te laisse répondre. Oui. Merci pour la question. Donc effectivement, oui, on a un petit peu de recul puisqu'on a pu faire des comparatifs. Alors les comparatifs dans les silos, c'est très complexe parce que quand on fait un vrai comparatif au niveau scientifique, si on regarde d'un point de vue scientifique, c'est toute chose égale par ailleurs. Donc je vous mets au défi de faire un vrai comparatif dans les silos. Voilà. Mais en tout cas, avec les données qu'on a pu collecter, quand on regarde les indicateurs en kilowattheure par tonne et en kilowattheure par tonne et par degré, on est dans les mêmes ordres de grandeur sur une ventilation à l'air ambiant et une ventilation réfrigérée. Et puis aussi, dans certains cas, aujourd'hui, ce n'est juste plus possible de refroidir du grain dans certaines installations. Je pense à des silos béton cathédrale, par exemple. Donc là, la ventilation réfrigérée, ça va nous permettre de garder aussi certains marchés, type de la filière CRC ou ce genre de choses. Oui, attendez. Je me permets juste, en CRC, on n'a pas le droit à la ventilation réfrigérée. Le cahier des charges nous l'interdit, ce qui nous pose certains problèmes, comme tous nos collaborateurs, mais ça, c'est pas un outil adapté en tout cas. Alors, je n'avais pas connaissance de ça.
Moi, je veux bien qu'on travaille pour faire évoluer le cahier des charges. Enfin, c'est un axe de travail. Je ne sais pas comment l'attaquer, mais voilà. Parce qu'il y a notamment dans le CRC, il y a un objectif de refroidissement, de température de refroidissement, qu'on n'atteint pas forcément avec les groupes froids. Mais c'est vraiment comme si on changeait de paradigme, en fait. Comme on refroidit rapidement le grain à la moisson, on n'a pas besoin de le descendre si bas que dans le cahier des charges. Et alors, j'ai plein de clients qui font des choses interdites. Voilà, puisque moi j'ai pas mal de clients utilisateurs de groupes froids qui le font pour refroidir du blé CRC. Mais ce serait intéressant qu'on discute après si vous voulez bien. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je pense qu'on est pile poil dans le timing. Je vous remercie pour votre attention, pour votre patience. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Serra, nous sommes vraiment à l'entrée. Oula, faut pas que voilà, du hall D. Voilà. Merci beaucoup. Merci.